Fêtons aujourd'hui l'an 1 de l'anniversaire de l'accession de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Bazoum, à la tête de la magistrature suprême. Ce qu'il faut noter d'abord d'un point de vue de l'économie, le plus important c'est la stabilité politique. Et la transition politique que le Niger a enclenchée, notamment avec le passage du témoin entre un président démocratiquement élu et un autre démocratiquement élu, est le facteur clé aujourd'hui qui influence les performances économiques, parce que l'économie ne peut pas fonctionner sans les politiques. Bien naturellement, c'est qu'il faut souligner la santé de notre économie est très bonne. Je peux l'illustrer à travers beaucoup de choses. D'abord, c'est la stabilité du cadre macroéconomique. Cadre macroéconomique qui est stable, qui est fort et qui est cohérent, résilient. En témoigne quand vous regardez la croissance moyenne de l'économie au cours de ces 10 dernières années, autour de 5,8%. Vous avez aussi une inflation qui est maîtrisée en dessous de 4%, en dessous de 3% plutôt. N'eût été d'ailleurs aujourd'hui le contexte conjoncturel sur lequel je pourrais revenir, qui fait que l'inflation est en train de monter au niveau mondial. Nous avons également un déficit public qui est très faible. Un déficit public que je dois souligner est passé de l'ordre de pratiquement 9% en 2012-15 pour revenir à autour de 3% en 2019. Et malheureusement, n'eût été aujourd'hui la pandémie de la Covid-19 et ses conséquences sur le tissu économique, nous serions à un taux en dessous de 3%. Il est aujourd'hui autour de 5%. Nous avons également une dette publique qui est soutenable, qui est autour de 44%, loin en dessous du plafond communautaire de 70% du PIB. Et également d'un point de vue de l'appréciation de la qualité de cette dette et de sa soutenabilité, nous sommes notés comme un pays à risque modéré de surendettement par les institutions internationales, à savoir le FMI et la Banque mondiale. Donc toutes ces variables, tous ces paramètres macroéconomiques témoignent de la santé de notre économie. Mais au-delà, quand vous regardez d'un point de vue de perspective, cette économie va davantage bien se comporter dans la mesure où aujourd'hui nos projections nous montrent que nous serons à un taux moyen dans les 3 prochaines années au-dessus de 8% de croissance. Ce qui veut dire que nous allons créer des emplois, nous allons créer de la richesse et l'économie va davantage se renforcer. Cette croissance, elle sera tirée principalement par les exportations du pétrole brut à travers le pipeline en cours de construction qui va passer vers le Bénin, mais également la découverte de nouveaux gisements du pétrole dans le bassin du Bilma, à Kafra. Toutes ces réserves seront là à alimenter les capacités d'exportation de notre pays, qui va passer aujourd'hui de 20 000 barils jour à pratiquement 110 à 150 000 barils jour. Voilà, et quand on regarde aujourd'hui l'évolution du prix du pétrole, il est sur une tendance favorable, en tout cas pour nos pays qui seront exportateurs. Et donc, la santé de l'économie est très très bonne. Le ministère des Finances doit être le champion par excellence en matière de réforme. Pour la simple et bonne raison que les réformes sont très dynamiques à ce niveau. Et surtout, la question de la mobilisation des ressources nécessite un travail de fond, et tout comme la question de la gestion de la qualité et de l'efficacité de la dépense. Au cours de ces années, nous avions engagé un certain nombre de chantiers, et particulièrement en 2021, nous en avons engagé d'autres qui s'occupent à la fois du volet mobilisation des ressources, du volet qualité de la dépense, du volet financement de l'économie et du volet gouvernance. En ce qui concerne la mobilisation des ressources, nous avions engagé un package de réformes tant au niveau de la Direction générale des impôts qu'au niveau de la Direction générale des douanes.
Au niveau de la Direction générale des impôts, c'est surtout la finalisation du projet du SISIC, qui est le système d'information des impôts, le système intégré du suivi des impôts et des contribuables, qui a commencé depuis au moins 5 ans aujourd'hui, qu'on n'a pas achevé en 2021, avec d'autres incréments, notamment l'application qui consiste à effectuer des paiements en ligne pour les contribuables qui désirent de faire, qui disposent d'une connexion, qui sont interconnectés au système. Et par conséquent, ça limite le contact entre l'agent des impôts, le contribuable et le contribuable. Nous avons ici engagé des réformes en matière, par exemple, de l'élargissement de l'assiette fiscale. L'élargissement de l'assiette fiscale à travers principalement la réduction, par exemple, ou la maîtrise des exonérations, dans lesquelles nous avons beaucoup évolué au cours de l'année 2021, non seulement en restreignant le périmètre de ces exonérations sur d'autres champs, mais également en créant de nouvelles procédures qui permettent d'éviter la déperdition des ressources. Nous avions aussi engagé d'autres réformes, toujours dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale et de la proximité de l'administration fiscale avec le contribuable, à travers la création de nouveaux centres des impôts, mais également la création de nouvelles directions régionales des impôts, notamment à Niamey, qui est devenue une ville très grande et très absorbante en matière du maillage que cela nécessite. D'autres réformes comportent le volet digitalisation aussi et le volet interconnexion. Aujourd'hui, l'interconnexion au niveau de tous les services des impôts du Niger est pratiquement finie, de sorte que tous les réseaux, il y a un réseau de comptables, un réseau d'information qui est interconnecté entre les directions régionales, les centres des impôts et la direction générale ici à Niamey. Ça, sans être exhaustif en fait à ces niveaux. Maintenant, au niveau de la douane, c'est aussi le même processus, parce que la digitalisation, il ne faut pas se leurrer, c'est notre salut en termes de mobilisation de ressources, en termes d'amélioration de la gouvernance, passe par la digitalisation des services. Et par conséquent, aussi au niveau de la douane, nous avons engagé ce processus depuis quelques années et elle a connu une accélération au cours de l'année 2021 avec la finalisation du Sidonie Award, avec tout ce qu'il comporte comme éléments en matière de contrôle, mais également l'interconnexion aussi entre avec la direction générale et puis tous les bureaux à l'intérieur du pays, tout comme l'interconnexion avec les bureaux, les douanes des pays au niveau desquels nos marchandises proviennent, notamment le port de Cotonou, le port de Lomé et Abidjan. Nous avons aussi engagé un certain nombre de réformes dans ces structures-là, dans ces institutions en matière d'amélioration de la gouvernance et des performances. Nous avions signé des contrats de performance avec les vérificateurs de la douane qui sont chargés de vérifier la conformité des déclarations qui sont faites, donc en leur adossant des indicateurs de performance. Nous avons fait la même chose avec les chefs de bureau ainsi que l'ensemble des responsables qui sont chargés de la mobilisation des ressources. Ça, c'est le volet purement mobilisation des ressources. Du côté de l'amélioration de la qualité de la dépense, nous avons aussi engagé ces réformes qui relèvent de la digitalisation. L'objectif est qu'à terme, nous puissions arriver à une administration où le papier ne sera que subsidiaire et que les procédures seront suivies en ligne et permettent, depuis l'engagement de la dépense, depuis même l'engagement par exemple d'un marché, que toute personne qui a une certaine responsabilité, en tout cas en termes d'accès à l'information, puisse savoir à quel niveau se situe le dossier sans que vous ayez recourir à qui que ce soit. Donc ça permet d'améliorer l'efficacité et la productivité de l'administration publique. Ces réformes, nous les avons engagées au niveau de la Direction générale du budget, tout comme au niveau de la Direction générale du contrôle des marchés publics qui s'occupe de la conformité du marché public. Donc des systèmes d'information très solides qui permettent véritablement d'avoir une exhaustivité de l'information. Au-delà de l'aspect mobilisation des ressources, amélioration de la qualité de la dépense que je venais de souligner, c'est que quand on regarde aujourd'hui notre économie, c'est une économie qui a du mal à se moderniser. C'est une économie très dominée par le poids du secteur informel,
mais également secteur informel qui provient essentiellement, par exemple, des activités du secteur primaire. Quand vous prenez aujourd'hui le secteur informel, c'est plus de 100% de notre économie, et le secteur primaire, c'est plus de 40% de notre PIB. Donc, ça empiète, ou en tout cas, ça constitue un obstacle à la capacité de l'État à mobiliser des ressources. C'est également un obstacle en termes de modernisation, en termes de création d'emplois résilients, en termes de création d'une croissance qui soit durable. Parce que le secteur informel étant par excellence un secteur souvent vulnérable au choc. Donc, les initiatives à la matière que nous avons mises en place consistent à voir comment nous allons accompagner les PME. Pourquoi les PME? Parce que c'est elles qui constituent l'essentiel de notre tissu économique. Plus de 80% aujourd'hui de nos entreprises, ce sont des PME. Mais malheureusement, il se trouve qu'il y a un certain nombre d'obstacles au développement de ces PME, des obstacles qui ont trait, par exemple, à un des problèmes que nous avons en tout cas attaqué au niveau du ministère des Finances, c'est l'accès au financement. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les PME, quand elles vont aller chercher un financement, malgré la qualité ou la bancabilité de leur projet, elles doivent donner des garanties qui sont élevées ou bien des taux d'intérêt qui sont prohibitifs à 2 chiffres, ce qui est de nature à entraver le développement des PME. L'une des initiatives que nous avons développées à la matière, c'est la création de ce que nous appelons le fonds d'accompagnement des PME-PMI. Ce fonds aura pour vocation d'accompagner le PME à travers la production de ces garanties qu'elles n'ont pas au niveau du système bancaire et la bonification aussi des taux d'intérêt. Et au-delà, le fonds peut aussi accompagner ces PME dans le cadre, par exemple, d'une assistance technique pour pouvoir davantage produire des projets qui soient viables, qui soient finançables auprès du système bancaire. Nous avons aussi d'autres mécanismes, d'autres instruments. Parce que quand on regarde aujourd'hui, c'est vrai, il y a un problème d'accès au financement, mais il est aussi alimenté par ce que je disais, le caractère informel de notre économie. Par exemple, la bancarisation. Aujourd'hui, quand vous prenez le taux de bancarisation au Niger, il est autour de 16%. Tout compris le système bancaire classique et la microfinance, c'est pratiquement l'un des derniers de l'UEMOA. Donc, l'une des initiatives aussi que nous avons mises en place qui découle des engagements au niveau communautaire, c'est de mettre en place la stratégie de finances inclusive que nous avions adoptée en 2018 et de l'accélérer dans le cadre de la mise en place du fonds de développement de l'inclusion financière. Nous avions organisé la table ronde pour ce fonds au mois de juin, ou si je me rappelle bien, au juillet passé, pour lequel nous avons mobilisé plus de 115 milliards auprès de nos partenaires. Donc la stratégie est en train de se déployer et nous avions récemment organisé la journée d'inclusion financière et du numérique qui va permettre, comme je le disais tout à l'heure, la digitalisation et l'outil par excellence de modernisation de l'économie. Et tous ces instruments vont permettre à nos ménages d'accéder au financement, vont permettre à notre économie de se formaliser et par conséquent, ça va aussi avoir un impact sur la capacité de l'État à mobiliser des ressources et aussi sur la question de la transparence des transactions. Nous avons également engagé d'autres réformes au niveau qui sont des instruments de financement. Nous avons mis en place ce que nous appelons le crédit bail, un mécanisme par lequel, par exemple, un opérateur économique qui construit des routes peut aller auprès de sa banque qui va acheter les machines qu'elle va lui louer pendant un moment et après l'expiration de cette période, les machines deviendront sa propriété. Ce sont des instruments tout nouveaux qui ne sont pas encore très opérationnels, mais nous travaillons aujourd'hui à faire en sorte de les promouvoir dans le cadre de leur utilisation par nos services. Nous avons récemment pris un texte dans le cadre de l'affacturage qui est un mécanisme aussi de la transformation des créances à liquidité facilement accessible aux PME. Par exemple, moi, j'ai une dette à votre égard, mais moi, j'ai besoin de la trésorerie tout de suite et que je ne peux pas recouvrer cette créance. Moi, je peux la céder à quelqu'un d'autre qui va me donner directement la liquidité, quitte à lui d'avoir un contrat avec vous pour recouvrer la créance.
Nous avons toujours dans le cadre des instruments de financement et d'amélioration de l'inclusion financière mis en place récemment ce que nous appelons l'Observatoire de la qualité des services financiers, qui constitue aussi un mécanisme pour protéger tout le monde. Parce qu'au fur et à mesure que l'économie va se développer, les transactions financières vont se développer, il y a des risques aussi qui peuvent émerger. Et là, cet instrument-là va pouvoir permettre d'assurer une certaine médiation entre les consommateurs, les opérateurs de banque, les assurances, ainsi de suite. Toute chose qui va permettre vraiment à renforcer la régulation aussi du secteur financier. Voilà autant de choses sur lesquelles nous travaillons. L'une des réformes que nous avons engagées au niveau de la Direction générale des impôts, c'est la mise en place de la facture certifiée. Parce que vous savez, un État, l'impôt est un instrument de l'expression de la puissance publique. L'impôt est l'expression aussi de la capacité de l'État à financer ses projets, à financer ses ambitions. Aujourd'hui, si nous voulons construire de bonnes routes, si nous voulons construire des écoles, nous voulons construire des universités, des hôpitaux, nous voulons assurer une bonne éducation à nos enfants, nous voulons assurer même notre sécurité, qui constitue le préalable existentiel, nous ne pourrons le faire qu'à travers la mobilisation des ressources internes. Et c'est pour cela que l'État se déploie à mettre en œuvre ces réformes. Et la facture certifiée n'est pas un nouvel impôt qui viendrait aggraver la pression fiscale sur les ménages ou sur les entreprises. Il s'agit uniquement d'un mécanisme qui permet d'assurer un recouvrement efficace des impôts existants, en particulier la TVA et l'impôt sur les bénéfices. Pas plus que cela. Et c'est là, je pense que c'est aussi pour le bien des contribuables, parce que quand vous avez un mécanisme de transaction qui soit transparent, qui soit efficace, ça vous protège aussi demain contre tout risque de redressement qui pourrait vous être malheureusement fatal. C'est pour des entreprises souvent qui peuvent être dans l'incapacité de payer les impôts. Le plus important, c'est d'abord la stabilité politique pour un pays. Et cette stabilité politique est tout simplement une variable clé pour les investisseurs internationaux. Et aujourd'hui, nous le remarquons par nous-mêmes. Nous recevons beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés par le Niger pour venir investir dans des projets prioritaires, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les infrastructures hospitalières, des infrastructures routières ou bien d'autres infrastructures. Et bien naturellement, ces investisseurs lorgnent aussi sur les autres opportunités qui sont créées, par exemple, par l'exploitation du brut, qui va générer des ressources considérables pour l'État. Et l'État étant bien sûr dans un processus de transformation de l'économie, va engager d'autres projets importants. Et c'est un cercle vertueux qui va se créer. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous attendons à un taux de croissance autour de 8%. Mais c'est un taux, j'allais dire, conservateur, qui ne prend pas forcément en compte les effets secondaires positifs qui viendraient de cette attractivité du Niger, de ces investissements privés qui viendront créer de la croissance, qui viendront créer des emplois. Les perspectives, c'est aussi les dividendes qui vont générer toutes ces réformes que nous sommes en train de mettre en œuvre. J'ai parlé des réformes en matière de finances publiques, des réformes en matière, donc, que ce soit de la mobilisation des ressources et de l'amélioration de la qualité de la dépense. Mais il y a bien d'autres réformes sectorielles ailleurs qui sont mises en œuvre et qui contribuent aussi à l'amélioration du cadre réglementaire. Par exemple, dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, dans le cadre de l'amélioration d'un certain nombre d'indicateurs qui sont très importants non seulement même pour notre propre secteur privé local qui va se développer au-delà même, comme je l'ai dit, des éventuels investisseurs internationaux qui viendraient s'installer au Niger.